J'avais un chalet au pied des Fises, à Passy exactement. J'ai retrouvé le brouillon d'une lettre que j'avais écrite lors de ma découverte de cet endroit. Cher Ernest, toi et moi avons parcouru le monde dans des endroits plus incroyables les uns que les autres. Nous, écrivains, nous les avons racontés au travers de nos récits. Aujourd'hui, je découvre qu'au pied de notre cher lac Léman se trouve un magnifique territoire, véritable écho de cette diversité des lieux que nous avons visités. Un jour, au petit matin, j'ai pris le sentier de ce que l'on appelle le Tour des Fises. Je suis partie depuis Plaine-Joux pour monter aux Aillères. De ces maisons d'alpage adossées à la chaîne des Fises partent deux sentiers. Un vers le Dérochoir que je prendrai ultérieurement et un autre vers Mouède-en-Terne qui débute mon récit. Un regard en arrière permet d'observer le massif du Mont Blanc qui n'a de cesse de se découvrir au fil de la progression en hauteur. Et puis soudain, devant moi, à contre-jour, c'est comme s'il m'apparaissait le Machu Picchu. Plus j'avance sur le sentier, et plus je découvre les alpages de Mouède et Pormena. J'irai les arpenter un autre jour, car là, je me dirige vers le col d'Anterne. En regardant dans sa direction, la luxuriance du vert des falaises rappelle les contreforts de certaines îles du Pacifique. Arrivé au col d'Anterne, c'est une vue très différente. Pas de cime enneigé, ni d'aiguilles au loin, et au premier plan, des dômes herbeux à la fois doux et arides. En descendant, on finit par découvrir le lac d'Anterne, un véritable havre de paix. Le silence règne et les randonneurs le contemplent sans un bruit, comme saisis par la sérénité du lieu. Il y a là un sentiment d'éternité. Le soir, certains bivouaquent, souvent bien près du lac, il faut le dire. Au réveil, l'humidité aura rempli la tente. Tu n'as pas connu l'œuvre du réalisateur Hayao Miyazaki, mais j'y retrouve quelque chose de son univers.
En traversant la montagne d'Anterne, il y a un passage de pierre juste avant de descendre vers le refuge Alfred Wills, qui évoque le passage de Cirith Ungol dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Passé celui-ci, un cairn à la silhouette de Shorten, tel qu'on les rencontre au Tibet, nous indique le chemin à suivre. En descendant, on découvre un plateau verdoyant, les moutons qui y paissent apportent un air d'Irlande. Une fois en bas, c'est une vue digne des westerns qui s'offre à nous. Le refuge Alfred Wills, c'est un peu un ranch en plein Wyoming. Alfred Wills était un alpiniste précurseur, mais aussi un juge. Pour rejoindre Salles, on contourne la chaîne des Fises tout en contemplant le Buet et le massif de la Grande Joux. On aperçoit brièvement Sixte faire à cheval, puis on redescend pour arriver dans un vallon nommé Le Clos.
Depuis la cascade de la Pleureuse jusqu'à celle du Traînant, on se retrouve transporté en Islande. On a peine à croire que ce versant des Fises offre un décor si différent. La montée vers le refuge de Salt voit défiler les cascades, les résurgences, comme si l'eau contenue dans le massif débordait de toutes parts. Et puis, c'est l'arrivée au hameau de Salles. En 1857, il y avait un demi-millier de bêtes et une centaine de chalets occupés l'été par les femmes, les jeunes et les personnes âgées qui fabriquaient le fromage. Aujourd'hui, on y trouve un refuge très fréquenté, juste avant le Grand Pré, véritable petite steppe dans un écrin montagneux où paissent les vaches. Le Grand Pré, c'est aussi la porte d'entrée vers un monde minéral, que l'on aille vers le col de la Portette ou celui du Dérochoir, les deux trajets qui bouclent le Tour des Fises. À son entrée, tu trouveras le dernier point d'eau avant le franchissement de ces deux cols, une fontaine qui se déverse dans un bassin taillé en 1869. Si tu te souviens, aux Aillères, il y avait deux sentiers, celui vers Moued que je t'ai déjà conté et celui vers le Dérochoir. C'est vers celui-ci que je me dirige maintenant. Sur ce sentier, on peut voir un monolithe qui rappelle Cathedral Rock de l'île de Skye, que l'on contourne pour s'engouffrer dans un dédale de roches enchevêtrées, surplombé par le marteau. À sa sortie, on se retrouve face à une falaise dont on se demande comment on va pouvoir la franchir sans pratiquer l'alpinisme. Une corde nous tend la main et il suffit de la saisir et de commencer à grimper pour se rendre compte que le Dérochoir est un passage beaucoup moins impressionnant qu'il n'en a l'air. L'erreur de parallaxe dans la vue de face fausse la perception que l'on a de son inclinaison. Entre couloirs, cordes et échelles, c'est un peu comme si on se retrouvait à grimper dans une mine d'or de la vallée de la mort. Certains, par contre, n'ont peur de rien et s'avancent jusqu'au bord d'un piton rocheux que l'on peut apercevoir depuis le passage.
Arrivé au col, ce n'est pas l'or qui nous attend, mais bel et bien un trésor visuel, une vue époustouflante à 360 degrés. Derrière nous, c'est toute la chaîne du Mont Blanc, le Mont Joli, la chaîne des Aravis, et en bas, Servoz et la plaine de Passy. À gauche, l'aiguille du dérochoir nous rappelle une forme familière, un cervin en miniature. Devant nous, au milieu de ce désert de roches et d'herbes rases, on aperçoit le grand pré avec son hameau accolé au bout. L'ombre des nuages y glisse, dessinant son relief. Rien dans cette vue ne laisse penser que juste un peu plus bas, c'est le royaume de l'eau. Du col, ainsi qu'au début du Grand Pré, il y a une bifurcation vers le col de la Portette. J'aurais pu te raconter comment on rejoint le désert de Platée par celui-ci, mais je préfère le voyage dans l'autre sens. Tu comprendras pourquoi lorsque j'y serai arrivé. Nous voilà au pied de la montée de Platée, après avoir traversé le sentier forestier qui surplombe les anciens sanatoriums entre Plenjoux et Charbonnières. En prenant cette montée assez tôt, tu peux voir de très beaux jeux de lumière sur la flore et la roche. Le plus étonnant sera lorsque tu atteindras les Aigras. On y retrouve une atmosphère de ton pays, celle du Grand Canyon.
Une fois sur le plat, ce qui frappe, c'est la texture de la roche fripée comme de la peau d'éléphant ou de rhinocéros. Ces barres rocheuses qui surgissent du sol herbeux sont innombrables, semblables à un glacier de pierre. Cette forme géologique a un nom, le lapia. Celui-ci est un des plus grands d'Europe. Ici, il n'y a pas d'eau, pas de bouille, pas de torrent et encore moins de lac. L'eau de pluie s'écoule directement dans le fond du lapia. Elle peut traverser 2000 mètres en 48 heures, alors que sur le massif du Mont Blanc, cela demanderait 3 ans. Au refuge de Platée, c'est une toute autre faune que l'on peut découvrir. À partir de ce refuge, il y a plusieurs directions, et celle qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est ni Barmerousse, ni le col de Colonnet, ni les Grandes Platières, mais le col de la Portette. Le chemin est facile et relativement court. Il mène à ce qui est pour moi le point d'orgue des panoramas de ce Tour des Fize. Ce qui le rend encore plus époustouflant, c'est que la raideur et l'étroitesse de la toute fin du sentier nous le fait découvrir subitement, juste au moment où l'on foule du pied le col. Tu verras que l'ordonnancement et la succession des différents massifs confèrent à l'ensemble une dimension himalayenne. Pour ma part, retrouver cela ici, si près de chez moi, avait quelque chose d'irréel. Tu sais maintenant pourquoi je voulais te conter cette part du Tour des Fize dans ce sens, et non en venant de Salles. Le retour sur Platée permet de voir l'étendue du désert. Le soleil joue avec l'ombre des parois, formant de véritables strates picturales sur les tapis de végétation. Je ne sais pas ce qui est le plus beau, le lapia ou ses traînées de couleurs. Ces dernières changent constamment au gré des saisons. Le vert, le rose des épilobes, et puis le côté flamboyant de l'automne avec le blanc qui commence à descendre sur les cimes.
Une fois à Charbonnières, pour aller à Portmenat, afin de clôturer ce tour des Fises, je reprends le sentier forestier qui mène à Plaine-Joux, puis aux Aillères. Mais auparavant, je ne peux pas ne pas faire une halte au lac Vert. Il est si translucide que lorsque tu en fais le tour en certains endroits, tu peux voir les arbres tombés qui reposent au fond, tels des Titaniques ayant heurté les roches du massif. Au milieu du parcours, le Mont Blanc trône au-dessus des arbres. En cette saison, le lac semble un peu moins vert qu'au printemps, mais la flamboyance des feuillus le rend encore plus beau. Il faut repartir pour arriver à Portmenat. Le sentier passe par le refuge du Châtelet d'Aillères, puis il monte tranquillement jusqu'à la bifurcation entre les Aillères et le Souet. À partir du Souet, tu peux atteindre Portmenat en passant par la Chorde beaucoup plus rapidement que par le sentier partant des Aillères. La contrepartie, c'est qu'elle est un peu escarpée. Tu y trouveras des cordes et des échelles comme pour le dérochoir. Portmenat, c'est un endroit d'une infinie douceur, avec ses dômes herbeux couverts de fleurs et traversés de gouilles. Si tu lèves les yeux, tu es entouré par les massifs, celui des Fises, celui des Aiguilles Rouges et celui du Mont Blanc. Le point d'orgue de Portmenat, c'est son lac, avec son îlot central. Les roches qui le surplombent permettent de se poser pour le contempler, et quelle que soit la saison, c'est un spectacle sublime.
Il est temps de redescendre. La nuit tombe, comme elle est tombée sur ta vie. Je termine ma lettre, sachant que tu ne pourras jamais la lire. Je la posterai quand même, pour faire comme s'il était encore possible de partager mon émerveillement avec toi. J'essaie d'imaginer ce que tu aurais écrit après avoir toi aussi découvert cet endroit. Quelle histoire aurais-tu inventée dans ce lieu? Elle parlerait de guerre? D'amour ou de bon vin peut-être? Mais pas de chasse, car une chose que j'ai oublié de te dire, c'est que le Tour des Fises est dans une réserve naturelle, celle de Passy et de Sixte. Soir.